Bonjour à tous, nous espérons que vous avez un bon réveil ce lundi matin. Merci de vous rejoindre à nous sur Canal 3 et Actu Matin, c'est votre matinale et vous démarrez avec nous. Wahab Ali Para, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. On vous retrouve dans un instant pour les toutes premières nouvelles à la une des parutions du jour de retour de week-end. Et au sommaire ce lundi, les enseignements de la participation des partis politiques à la dernière élection présidentielle. C'est une première pour nombre d'entre eux, créer des suites de la réforme du système partisan. Le parti Bloc républicain a pris une part active dans le processus et surtout dans l'élection au premier tour de son duo Patrice Talon, Mariam Talata. Nous aurons en invité François Abiola, ancien vice-premier ministre et membre du parti Bloc républicain, pour nous dire quelle a été l'implication du Bloc républicain dans cette bataille électorale, les leçons à tirer de la nouvelle réforme politique et les perspectives après la réélection de Patrice Talon. Restez avec nous. C'est désormais une réalité au Bénin. La Cour des comptes instituée à sa nouvelle présidente Ismat Biotchane Mamadou, nommée par le chef de l'État, a prêté serment vendredi dernier. Elle entre ainsi en scène pour la première mandature de cette institution longtemps attendue et finalement créée à la suite de la réforme constitutionnelle de 2019. Nous aurons ce matin à examiner les défis à relever. Et c'est devenu récurrent, les incendies au marché d'Antokpa. Le feu s'est une nouvelle fois déclaré et les flammes ont eu raison des boutiques et des étalages. Un énième incendie, c'était dans la nuit du vendredi au samedi dernier, qui repose le problème de sécurité dans ce grand centre d'affaires. On en parle et dans le département de la Danga. Si vous êtes un accro à la chasse, à la battue, faites désormais attention à cet arrêté préfectoral qui suspend la pratique jusqu'à nouvel ordre. Des réactions en plateau avec les débatteurs de tous les jours. Merci de votre attention, merci de nous choisir. Installez-vous. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Les gros titres de la presse ce matin pour nous installer. Nous sommes avec vous, Wahab Ali Para. Oui, Christian, dans déjà un peu de tout dans l'actualité ce matin, politique, économique, fait de société. On annonce dans la presse donc cette prestation de serment de la toute nouvelle et première présidente de la Cour des comptes. Également la sortie médiatique de la présidente de l'UDBN, Claudine Prudencio, sur Dimanche politique. C'était sur UDBN. On va commencer par Fraternité qui annonce les couleurs avec cette triste nouvelle au niveau des usagers du marché d'Antokpa. Incendie répété au plus grand marché du Bénin. Déjà 3 alertes à Dantokpa en 2021. L'urgence d'une solution durable. Le journal qui rapporte également les propos du chef quartier de Dantokpa. On ne devrait pas, au nom de l'accroissement des recettes, mépriser les règles sécuritaires. Renouvellement des organes du Conseil scientifique sectoriel du droit à l'université d'Abomey-Calavi. Le professeur Médé revient à la charge. Après la présidentielle, Claudine Prudencio dévoile les priorités de son parti UDBN. Et puis désignation des représentants au conseil électoral, le magistrat Nicolas Assogba choisi par ses pairs. Et puis Jacques Bigan sur Ma part de vérité, nous sommes presque prêts pour 2023 au niveau du bloc républicain. À la une maintenant de la Nation, Cour des comptes, Ismat Biotchane prête serment.
préservation de la paix et de la sécurité, les dispositions du gouvernement. Lire la déclaration du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans les colonnes du quotidien La Nation. Le potentiel réélection du président Patrice Talon, Claudine Prudencio décline l'implication de l'UDBN. C'était hier sur l'émission Dimanche politique d'Eden TV. Et puis altercation dans une unité de police à Cotonou vendredi dernier, un magistrat giflé par un policier. Le challenge, lutte contre l'insécurité et le terrorisme au Bénin, un nouveau dispositif de frappe pour mater la pègre. Et puis désignation du chef de file de l'opposition au conseil électoral, grosse manœuvre chez Paul Humpé. Le journal de notre époque, sortie médiatique de la présidente de l'UDBN sur Eden TV, Claudine Prudencio salue la bravoure des FSD. Le matinal, découverte et arrestation de munitions à Banter au Bénin et à Lomé au Togo, le gouvernement s'explique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, promet la poursuite des efforts pour garantir la paix et la sécurité. Cour des comptes, Talon reçoit le serment de Ismat Biotchani. Matin libre, gouvernance au sommet de l'État, gouvernance au sommet de l'État, Talon et ses soutiens, le contraste, s'exclame le journal. Et puis Cotonou, examens nationaux de fin d'année, le maire de Cotonou, Lucas Atropo, lance des TD gratuits à l'endroit des apprenants. Le grand jury, nomination du chef de l'opposition par le président de la République, le parti FCDB de Soumano Toleba félicite Paul Humpé. Et puis incendie à Todomé au marché d'Antokpa, Armand Gansé et le préfet de l'Atlantique Kodia sont promptes donc aux côtés des sinistrés. Palabre au quotidien, nomination de Paul Humpé comme chef de file de l'opposition. Le décret pris par le chef de l'État est un décret d'approbation qui révolutionne la pratique politique de notre pays, selon le député Gérard Benonsi. Et puis désigné comme représentant de la majorité parlementaire, Saka Lafia en route pour la présidence du Conseil électoral. Les 4 vérités. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau sur Eden TV hier, Claudine Prudencio dévoile les priorités de l'UDBN. Et puis commerce transfrontalier au port de Cotonou, Raouf Malerosso parle des facilitations douanières. Bénin intelligent, relevage au port de Cotonou, les sociétés agréées réunies en association. Et puis, fort taux de réussite aux examens, Luc Atropo initie des TD gratuits à Cotonou. Le journal qui nous apprend également que Jacques Houssa est le nouveau président de l'UNAMAB. Le radar demande de prorogation du mandat de Patrice Talon à 7 ans. Les députés face à une nouvelle équation. Et puis, brillante réélection du président Patrice Talon à la tête du Bénin, Benoît Tchokponhwe et le MJEPD remercie le maire Angelo Evarissa à Rwandino. Ils félicitent et réitèrent leur soutien au chef de l'État. Info matin, face aux attaques tous azimuts contre sa personne et l'UDBN, Claudine Prudencio reste zen. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur les incendies répétés au marché d'Antokpa. Déjà 3 alertes à Dantokpa en 2021, nous apprend le journal qui rapporte également les propos du chef quartier de Dantokpa. On ne devrait pas, au nom de l'accroissement des recettes, mépriser les règles sanitaires. Et justement, je vous invite donc à lire cet entretien du chef quartier de Dantokpa, Mzata Guémon, au sujet donc des incendies répétés dans ce marché, le marché d'Antokpa. C'est à lire en page 5 et 6 du quotidien Fraternité, parution du jour. Et Fulbert Adime Rossou, qui a également écrit un article sur ces incendies, l'urgence d'une solution durable. C'est d'ailleurs la une du quotidien Fraternité.
sécurité, des questions à la suite donc des incendies répétés dans ce marché. Une réponse, la délocalisation. Et puis en politique, le quotidien Fraternité vous propose également ce matin cet entretien avec Jacques Migan sur ma part de vérité. Il dit: nous sommes presque prêts pour 2023 au Parti Bloc Républicain. C'est un nouveau challenge. Et justement, en plateau ce matin, on recevra l'un des membres de cette formation politique, François Abiola, ancien vice-premier ministre. Il est acteur politique et membre du Bloc Républicain. C'est notre invité ce lundi matin. On reviendra donc sur la présidentielle de 2021. Que faudra-t-il retenir de la participation de cette formation politique à cette élection présidentielle? Restez avec nous pour tout savoir et tout comprendre. Actu Matin se poursuit dans un instant. Le mini-journal. C'est avec vous, Ingrid. Bonjour, bienvenue. Merci Christian, bonjour à tous. Voici les titres. À la faveur d'un point de presse animé samedi dernier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, a apporté des éléments de clarification sur les munitions découvertes au Bénin et au Togo. Vous l'entendrez dans quelques instants. À suivre également ce concert de remerciements organisé par le groupe Empire en collaboration avec le ministère de la Culture. Les deux Béninois finalistes avec Voice Afrique francophone étaient sur scène pour égayer le public. C'était samedi dernier au concerto à Akpakba. Voilà, le mini-journal, c'est dans un instant et retour sur image avec vous, Ingrid. Restez avec nous. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Les informations en images sur Canal 3 Bénin Actu Matin, et on ouvre le mini-journal avec ce point de presse du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Saka Lafia était face aux journalistes samedi dernier pour apporter des éléments de clarification sur les munitions découvertes au Bénin et au Togo, une situation qui, selon l'autorité, confirme davantage la thèse d'une menace et de déstabilisation du Bénin envisagée par des individus. Nous vous invitons à suivre un extrait de sa déclaration. Le vendredi 30 avril 2021, la police républicaine a, au détour d'un accident mortel de la circulation survenu vers 5 h du matin, à hauteur du village Agbon, arrondissement d'Atokoligbe, commune de Banté, mis la main sur une grosse cargaison de 70 000 cartouches de calibre 12 mm. Tous les recoupements faits indiquent que la dite cargaison était destinée à être notamment livrée dans les localités de Gouka et d'Akwasi, dans la même commune. Ce dossier est déjà aux mains de la justice et les enquêtes sont en cours pour que toute la lumière soit faite sur ces tenants et aboutissants. C'est dans ce contexte que les autorités togolaises ont révélé avoir arraisonné. Le même vendredi 30 avril 2021, aux environs de 1 h du matin, une voiture immatriculée TG 8827 AH dans la ville de Lomé, à quelques centaines de mètres de la frontière avec le Ghana. La fouille du dit véhicule a permis de retrouver 2 cartons contenant au total 1300 cartouches de calibre 12 mm soigneusement dissimulées sous les bagages. Parmi les personnes se trouvant à bord du véhicule figure un Béninois qui a déclaré avoir acquis les dites cartouches au Ghana
pour les acheminer au Bénin. C'est pourquoi je voudrais remercier les autorités politiques et la police togolaise pour leur engagement sans équivoque dans la lutte contre la prolifération des armes et munitions destinées à troubler la paix et la quiétude de notre sous-région. Je me félicite particulièrement de la coopération agissante qui existe dans nos deux pays et rassure que le Bénin continuera de jouer convenablement sa partition. Par ailleurs, cette prise en territoire togolais, ajoutée à celle des 70 000 cartouches saisies par la police républicaine, achève de convaincre du sérieux des informations faisant état de plans de perturbation de la quiétude nationale, de déstabilisation de notre pays et de menaces graves à son intégrité. En outre, ces prises interviennent à la suite d'appels publics lancés par certains acteurs politiques en faveur d'un soutien conséquent à des personnes armées appelées auteurs des actes graves enregistrés dans les communes de Savé, Banté et Chaourou dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. En tout état de cause, le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de garantir la sécurité et la paix sur toute l'étendue du territoire national. Sakalafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les examens de fin d'année démarrent avec le certificat d'aptitude professionnelle et ce matin, le CEP, le BEPC et le baccalauréat, c'est dans quelques semaines, 4 semaines de travaux dirigés gratuits pour renforcer le niveau des candidats au BEPC et au baccalauréat, c'est dans le département du Littoral et vous nous en parlez Ingrid. Oui Christian, c'est une initiative du maire Louis Katroko. Les travaux dirigés sont organisé avec le concours des acteurs du secteur pour offrir les meilleures prestations aux apprenants. Les TD ont démarré samedi dernier en présence du maire de Cotonou, nous rapporte Ulrich Gaba et Elvis Tonoukouen. C'est une première à Cotonou. La mairie organise des travaux dirigés gratuits pour les candidats aux examens du BEPC et du baccalauréat. Très tôt ce samedi 8 mai 2021, le maire Lucas Trocco effectue une descente sur le terrain pour constater le démarrage effectif de cette opération qui vise à renforcer le niveau des candidats. La mairie accompagne le système éducatif béninois en mettant à notre disposition 4 semaines de séances de cours de renforcement pour tous les citoyens des classes de la ville de Cotonou, des classes de 3e et terminale. Ça fait environ 22 000 citoyens, c'est pas peu. On a toujours organisé les TD, mais on n'a jamais eu l'aide d'un maire. Je pense que c'est pour la première fois et il faut vraiment le remercier pour ça. Il y a non seulement les écoles publiques, mais aussi les écoles privées, sans oublier l'école des sourds, muets et des amblyopes. Pour le littoral, on a 25 sites où s'organise cette TD. Organisés avec les acteurs du secteur éducatif, ces travaux dirigés qui vont durer 4 semaines sont conduits par d'éminents professeurs rompus à la tâche et placés sous la supervision des conseillers pédagogiques. Un tri rigoureux parmi les meilleurs professeurs du littoral. C'est des personnes expérimentées qui savent de quoi il s'agit, qui ont une bonne maîtrise des contenus et de la méthodologie, qui ont été sollicités dans le système pour faire l'accompagnement tel que souhaité par la mairie de Cotonou. Le but visé par l'autorité en organisant cette séquence de travaux dirigés pour les candidats est de permettre au littoral de rafler les meilleures places au BEPC et au baccalauréat 2021. Il faut que nous soyons à leur côté, que nous leur disons qu'ils ne sont pas seuls et nous avons eu le temps de le leur dire. Nous leur avons dit que nous n'allons pas nous arrêter simplement à cette TD organisée. Je voudrais préciser que nous le ferons chaque année à partir de cette année. Nous souhaitons surtout qu'au soit les résultats, que le littoral, comme de son habitude, soit au devant. Et nous espérons que ça va se faire comme ça. Que Dieu garde tous les candidats en bonne santé pour que ce jour-là, ils soient dans la plénitude de leur forme afin que nous puissions avoir d'eux les meilleurs résultats.
Mais nous allons aussi, dans les semaines à venir, après les résultats, primer les meilleurs. Mais en attendant les examens proprement dits, pour voir si les fruits tiendront la promesse des fleurs, les apprenants mesurent déjà toute la portée de l'attention dont ils bénéficient de la part de l'autorité municipale. Ils rassurent le maire et tout le comité d'organisation. C'est vraiment bénéfique pour nous et ça pourra nous donner plusieurs de bons résultats au bac 2021. Et on veut aussi que les générations à venir aussi puissent en bénéficier. On lui promet que cette année 2021, au bac et au BPC, on lui promet que le résultat sera bon et meilleur. On donnera le meilleur de nous-mêmes. À l'instar du CEG Saint-Rita, plusieurs autres établissements recevront la visite du maire Lucas Tropo, qui a également pris en compte dans ce programme de renforcement de connaissances les apprenants en situation de handicap. Une manière d'offrir des chances égales à tous les candidats du littoral. On évoque à présent cette tournée de sensibilisation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le cadre de la lutte contre le harcèlement sexuel. Éléonore Yaïla-Decan était à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey où elle a échangé avec la communauté estudiantine et les enseignants sur le phénomène. Les précisions dans ce reportage de Imet Hélène Mousso. Le phénomène s'observe dans plusieurs secteurs. Il est également présent dans le système éducatif béninois. Dans les collèges, lycées, centres universitaires et universités, le harcèlement sexuel est toujours d'actualité. Démarrée il y a quelques mois, la tournée de sensibilisation a conduit ce jeudi la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey face aux étudiants, personnel administratif, de soutien et aux enseignants. Éléonore Yaïla-Decan a discuté avec ses hôtes des heures durant du sujet et de ses conséquences. Vous avez entendu parler de cela et que vous avez des sœurs des autres universités aussi qui en sont victimes. De pouvoir vous écouter comme nous avons eu le bonheur de le vivre avec des autres universités où les échanges ont été très ouverts. Nous espérons que ce serait également le cas ici. Vous donnez également des conseils. Comment aborder le sujet avec vous pour que votre rêve soit réalisé. Vous avez le devoir de nous dire tout ce que vous vivez comme problème et de ne pas vous taire. Le problème, ce n'est pas de dire, bon, puisqu'on m'a harcelé, si j'arrive donc à réussir, tant mieux, mais si je ne réussis pas, tant pis. Il ne faut pas dire ça. Nous, on est là aussi pour ça. On n'a pas souvent le temps d'être avec vous tout le temps. Mais vous pouvez parler, pas de façon ouverte, mais nous, si nous, on est au courant, on connaît le professeur, on peut lui parler sans qu'il ne sache que c'est de vous qu'on parlait. Les communications ainsi que les différents panels animés ont permis aux uns et aux autres d'aborder plus amplement la question, les causes, les différentes formes possibles ainsi que les séquelles. Cette séance vise à lever un coin de voile sur le phénomène, d'en parler afin d'y faire face efficacement. L'harcèlement en milieu, c'est un peu créer beaucoup de conséquences sur l'étudiant jusqu'à amener l'étudiant à abandonner ses études. Nous avons la loi de 2006 qui réprime toute forme d'harcèlement. Et normalement, les personnes victimes aussi sont protégées par les lois. Désormais, dès que ça va arriver, nous allons nous plaindre, nous allons nous rapprocher des autorités compétentes à cet effet. Et même quand nous allons entendre parler de cas, nous allons exhorter les victimes là à se plaindre, à en parler aux autorités pour qu'on règle ce problème. Les enseignants qui sont ici sont des éducateurs, compris moi-même. Nous sommes des éducateurs. Nous n'allons pas oublier ce rôle. Nous n'allons pas faire de la confusion. Mais nous reconnaissons qu'il y a des cas dont il faut se préoccuper parmi nous. Nous le savons. C'est pourquoi nous faisons ces tournées. La descente du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans ce milieu estudiantin vise à mobiliser l'ensemble des forces du monde universitaire contre le mal. Après l'université d'Abomey-Calavi, Kétou et Abomey, Éléonore Yaïla-Decan et sa suite ont mis le cap sur les universités et centres du Septentrion. Comme pendant les étapes précédentes, les visiteurs vont débattre du harcèlement sexuel et des moyens pour éradiquer le fléau.
On parle religion maintenant. La communauté musulmane a débuté depuis le 2 mai passé les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, encore appelée la nuit de la destinée. Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée des imams et fidèles musulmans pour en savoir davantage. Suivons. Le dimanche 2 mai marque le dernier virage du mois de Ramadan. Une date qui désigne les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan, encore appelé la nuit de la destinée, est consacrée exclusivement à l'adoration d'Allah par les musulmans. Les fidèles sont appelés à faire preuve de concentration afin de bénéficier des privilèges de ces 10 dernières nuits. La nuit de la destinée, Dieu le Tout-Puissant l'a expliqué de 2 manières dans le Saint-Coran. Premièrement, il dit « Inna anzalnahu fi laylatil mubaraka » Nous avons révélé le Saint-Coran dans la nuit pleine de bénédictions. Il a appelé la nuit de bénédiction. Et de l'autre côté, il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons révélé le Saint-Coran dans la nuit de la destinée. La nuit de la destinée, c'est la nuit où on écrit le destin de tout un chacun de nous pour l'année à venir. L'importance de la nuit de la destinée, d'abord, il y a parmi les gens qui nous ont précédés, quelqu'un qui a combattu dans le chemin d'Allah le Tout-Puissant, et Allah a montré la bénédiction et la récompense qu'il a fait à cette personne. C'est là que le prophète lui-même, il cherchait que le Tout-Puissant l'accorde pour son peuple. C'est là que le Tout-Puissant dit, bon, je vais vous donner une nuit dont l'adoration de cette nuit vaut la récompense de 1000 mois. 1000 mois veut dire 83 ans comme ça. Qui adore son Seigneur dans cette nuit, il a la récompense de l'adorateur qui a adoré son nom pendant 1000 mois. Nombre de fidèles expliquent la compréhension qu'ils ont de la nuit de la destinée. La nuit de la destinée, pour moi et pour tout musulman, c'est une nuit, comme le nom l'indique, qui a beaucoup d'importance. C'est la nuit où Dieu, le Très-Haut, il réécrit le destin de tout un chacun. Si tu as la chance de rencontrer cette nuit durant le mois de Ramadan, surtout les 10 derniers jours, c'est que Dieu, le Très-Haut, si tu étais destiné à l'enfer, il va te racheter, te mettre parmi les gens du paradis. C'est une nuit que les alphas, nos théologiens nous ont expliqué, une nuit qui vaut plus que 1000 mois. 1000 mois. Et quand ils ont fait les calculs, ça fait quelque chose de 83-84 ans. Le jour là, on dit que dans la nuit là, tous les anges descendent du haut. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Ils nous demandent la paix. Salut pour vous, tous ceux qui sont en train d'œuvrer sur la voie de Dieu. La nuit de la destinée se retrouve dans les jours impairs des 10 dernières nuits. Ainsi, pour que le fidèle obtienne cette nuit, il lui est conseillé de se donner à fond. C'est de savoir que nous sommes proches de cette nuit. Puisque quand on a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit cette nuit est parmi les 10 dernières nuits. Et on la pose beaucoup de questions pour savoir uniquement quelle est la nuit là. Il dit cherchez-lui dans les jours impairs. C'est-à-dire le 21e jour, le 23e jour, le 25e jour, le 27e jour, le 29e jour. C'est ce qu'il les a dit. Malgré l'importance capitale des 10 dernières nuits du mois de Ramadan pour le fidèle musulman, elle reste facultative à tous, mais reste néanmoins une nécessité pour le musulman visant un degré donné de spiritualité. Direction le Nord Bénin, les personnes en situation de handicap des communes de Djougou et de Kopago ont reçu vendredi dernier des kits alimentaires. Ce geste de l'association Al-Fatah vise à accompagner les couches défavorisées en cette période de Ramadan. Reportage. En cette période de Ramadan, mois de solidarité, de partage et de communion, l'association Al-Fatah au service de la communauté ne cesse de multiplier ses œuvres sociales au profit des couches défavorisées. En collaboration avec la mairie de Djougou, cette ONG caritative met la joie dans le cœur de ces personnes en situation de handicap en leur distribuant des paniers alimentaires.
Un geste salutaire qui va permettre à ses bénéficiaires de clore en beauté ce mois de Ramadan. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ramadan, mois de miséricorde et de grâce. Aujourd'hui, nous avons choisi les handicapés pour ce don. Chers bénéficiaires, disons merci à Allah, ensuite à notre partenaire Al-Hidayah de Koweït, qui est toujours placé à transformer nos rêves en réalité. Cette donation réjouit à plus d'un titre aussi bien les bénéficiaires directs que les autorités politico-administratives. Elle vient démontrer une fois de plus l'engagement de cette association à accompagner les démunis au cours de ce mois sacré. Nous sommes vraiment reconnaissants et cela nous va droit au cœur parce que l'acte, c'est un acte salvateur qui pourra nous permettre de continuer le mois béni et sans tant soit peu reconnaître que nous sommes les démunis. Parce que nous allons continuer ce mois-là, tout comme si vraiment nous sommes au même pied d'égalité que les autres. Je voudrais, au nom du maire et de tout le conseil communal, remercier tous les membres de l'association islamique Al-Fataka et remercier également du fond du cœur leurs partenaires koweïtiens. Parce que depuis des années, Al-Fataka ne fait que des œuvres sociales. Un bravo à l'association pour avoir sélectionné cette couche de près de 100 personnes. Nous tenons à remercier leurs partenaires, les partenaires de Koweït et tous ceux qui se sont mis à la tâche pour que ces personnes les plus délaissées soient prises en compte dans ce mois de Ramadan. L'épanouissement des couches démunies, Al-Fataka en fait son principal objectif. Un objectif qu'elle cherche à atteindre en multipliant des actions dans plusieurs domaines. Retour à Cotonou pour vous faire vivre ce moment de détente. Les deux Béninois finalistes avec Voice Afrique francophone édition 2021 étaient sur scène pour égayer le public. C'était samedi dernier à l'occasion du concert de remerciement organisé par le groupe Empire et le ministère en charge de la culture. Le spectacle a eu lieu au Concerto à Akpakpa. Clément Tchad et Henri Ganti étaient de la partie. Ils sont sur scène pour dire merci au peuple béninois qui leur a apporté son soutien il y a quelques jours. Karina Sen et Giovanni, deux talents de la musique qui ont révélé le Bénin au monde à l'occasion de la compétition The Voice Afrique francophone édition 2021. Un concert de remerciement organisé par le groupe Empire et le gouvernement du Bénin. Sur scène et devant un public averti fortement mobilisé ici à ce haut lieu de spectacle concerto, les deux icônes ont fait vibrer des milliers de Béninois qui avaient soif de leurs prestations. On a envie de remercier le peuple béninois, on a envie de remercier tous ceux qui nous ont accompagnés et le moyen d'expression de nos artistes, c'est la musique. Donc on s'est dit faire un concert pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui ont soutenu tous les 9 candidats qui sont allés et surtout les 2 finalistes. Très belle aventure, plus de 1000 vidéos reçues. On a sélectionné 10 au Bénin. Les 3 premiers sélectionnés au Bénin étaient les 3 premiers à The Voice. Donc pour nous, le trophée est pour nous. Le premier Béninois était le premier avant de partir. Donc on a de la qualité au Bénin. Tous les talents ont fait vraiment un parcours exceptionnel. Et nous remercions vraiment ces talents-là qui ont fait briller, qui ont révélé vraiment le Bénin au monde entier. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a Bénin Star Tour qui arrive. Il y a The Voice édition 3 aussi qui arrive. Donc tous ceux qui ont de belles voix, qui ont envie de s'exprimer, de montrer leur talent au monde entier, préparez-vous parce que la phase 4 va démarrer. Pour le ministre en charge de la culture, les 2 finalistes qui ont représenté le Bénin à cette compétition n'ont pas démérité et le gouvernement s'engage à suivre de près ces jeunes talents par son accompagnement. Cette soirée, c'était l'occasion de prolonger ces moments féeriques, ces moments de joie et également d'effacer cette petite amertume que le peuple béninois et nous tous, nous avons eue
lors de cette finale, ou de ce final, c'est vrai que, un peu par chauvinisme, nous étions tous persuadés que celui qui gagnerait assurément serait Giovanni ou Karine Hassen. Je dois reconnaître également que c'est une artiste qui a du talent et ça n'enlève rien au talent des nôtres. Et à charge pour nous, peuple béninois, gouvernement béninois, de pousser nos jeunes pousses, de pousser nos ambassadeurs. Et c'est ce que nous avons voulu leur dire aujourd'hui. Le gouvernement n'allait pas les abandonner et que le peuple béninois a soif de les entendre. Aux côtés de ces deux ambassadeurs du Bénin, plusieurs autres artistes étaient sur scène pour témoigner leur solidarité à leurs confrères qui ont brillamment défendu les couleurs nationales à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le président du groupe Empire et le gouvernement entendent poursuivre la dynamique pour remporter les prochaines éditions de The Voice Africa francophone et surtout révéler les talents du Bénin au monde entier. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Actu Matin, Christian. Merci à vous, Ingrid. Très bonne journée du lundi. Excellente semaine à vous. Mesdames et messieurs, vous restez avec nous dans un instant. Nos discussions en plateau avec les débatteurs. Ce matin, on parlera de la Cour des comptes avec sa présidente désormais officiellement installée puisqu'elle a prêté serment. C'était vendredi dernier devant le chef de l'État. On reviendra sur cet énième incendie au marché d'Antokwa qui est une nouvelle fois l'épreuve des flammes. Et puis on dira également un mot sur la suspension de la chasse à la battue dans le département de la Donga. C'est un arrêté préfectoral qui le précise. Nous reviendrons sur tous ces sujets dans un instant après la pub. Terre & Associés, nouvelle génération, Tank SA est une entreprise créée en 2000 qui produit et distribue des poussins d'un jour, spécialement de type Ponte et Chair, de race Lowman Bro et Ross 308. Elle dispose de 2 sites de production. Le premier, basé à Toricada, est une ferme de poules reproductrices. Les œufs à couver produits sont conservés dans une chambre froide pendant 5 à 7 jours, puis transférés sur le deuxième site, basé à Abomey-Calavi. Il s'agit ici du couvoir, un site de production où les œufs sont mis en incubation pendant 21 jours pour sortir des poussins d'un jour. Terre & Associés, nouvelle génération Tank SA a une capacité de production extensible d'1 600 000 poussins par an et reste incontestablement le leader dans le domaine de l'aviculture au Bénin. Depuis toujours, les hommes ne cessent d'explorer, découvrir, faire des rencontres, se déplacer pour diverses raisons. Mais lorsque la qualité d'un voyage sort de l'ordinaire et de la routine pour devenir plaisir, on l'appelle Vitespress. Vitespress, votre nouvelle compagnie de transport en bus, une nouvelle expérience pour de nouvelles aventures. Avant votre départ, profitez d'une magnifique salle d'embarquement climatisée avec connexion Internet et télévision par satellite. Une fois à bord des bus Vitespress, laissez-vous bercer par le siège confortable et inclinable, leur grande vitre panoramique. Aussi, bénéficiez du Wi-Fi gratuit à bord, de prises électriques 220 volts pour recharger vos appareils électroniques. Et comme ne faisons pas les choses à moitié, une hôtesse est à votre disposition de jour comme de nuit pour votre bien-être. Innovation, confort, sécurité, Vitespress, une nouvelle expérience voyage en bus de Cotonou vers l'intérieur du Bénin. Complément d'information 68 81 81 81 www.vit.express. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle,
fiable, unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace, et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Hey, Stan, où est ta voiture? Encore en panne. Et pourtant, j'ai fait récemment ma révision. Je ne sais pas à qui tu confies habituellement ta voiture, mais tu devrais opter pour la sérénité et la sécurité. Va chez Midas. Midas? Midas! Rendez-vous chez Midas, votre nouveau centre d'entretien automobile à Cotonou. Notre équipe qualifiée et formée sur les équipements de dernière génération procède à un diagnostic systématique avant toute intervention et s'occupe également de votre révision conformément au plan d'entretien préconisé par votre constructeur. Nos techniciens interviennent aussi sur le freinage, la batterie, la suspension, mais également la climatisation, la distribution, l'embrayage et l'échappement. Stan, c'est quoi ce sourire-là? Mon ami, c'est le sourire de plaisir retrouvé. Toi, tu es allé chez Midas. Midas, pour vous, on se dépasse. Allez, 7h43 minutes en plateau. Wahab Alikwara, Akime Ousseni, Herman Parfait, Bossou. Bonjour, bienvenue. Allez, j'espère que vous avez la forme ce matin. Allez, on va démarrer avec nos échanges plateau. 3 sujets à aborder ce matin. On va commencer donc par la Cour des comptes. On l'a longtemps demandé. La réforme constitutionnelle a induit donc la création, l'institutionnalisation de la Cour des comptes. C'était en 2019 et c'est en 2021, pratiquement un an et demi, 2 ans après, qu'on a procédé à la nomination de son premier responsable, c'est-à-dire sa présidente, Madame Ismat Biochane Mamadou. Avant de revenir donc sur sa prestation de serment, c'est un grand pas qui vient d'être franchi. Herman Parfait, Bossou. Oui, un grand pas de franchi parce que, comme vous l'avez rappelé, effectivement, ça date de longtemps, avec la modification de la Constitution qui prévoit désormais une Cour des comptes en lieu et place d'une Chambre des comptes. N'oubliez pas que la Chambre des comptes était logée à la Cour suprême, la Cour des comptes désormais, donc également le Conseil supérieur des comptes, prévu dans les dispositions de la Constitution révisée. Et donc, il fallait mettre en place cette institution. Alors, c'est qui Ismat Biochane Mamadou? Elle a été d'abord juge au TPI de Cotonou. Elle a ensuite été agitée, agent judiciaire du Trésor jusqu'en 2009. Ensuite, en 2016, elle a assuré l'intérim du président de la Chambre des comptes qui est à la retraite. Je veux parler de Maxime Akapo, avant donc d'avoir été confirmée comme présidente de la Chambre des comptes en 2018. Donc, de cette confirmation découle désormais sa nomination en tant que premier président de la Cour des comptes du Bénin. Alors donc, pour faire plus précis, présidente de la Cour des comptes, ça fait désormais d'elle la deuxième femme à diriger une institution constitutionnelle dans notre pays. Je pense que, je tiens ce que je veux dire là des propos du chef de l'État, Patrice Talon, quand il recevait le serment de la présidente de la Cour des comptes, il dit qu'il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix et que cette nomination s'est imposée à lui. Ça veut dire que c'est un mérite, c'est une promotion que la dame méritait donc. Et donc, il n'est pas donc du revers, l'approche genre. Voilà l'approche genre que c'était Oui, Akime. Je crois qu'en réalité, on a déjà, courant la semaine dernière, élaboré au sujet de cette Cour des comptes et notamment de la nomination d'Ismat Biochane pour Mamadou. Je crois qu'en réalité, comme l'a décrit tout à l'heure Herman, eh bien, on est en train de se conformer à une disposition communautaire qui exige l'existence d'une Cour des comptes parce que pendant bien longtemps, et bien Christian, nous avons une chambre des comptes qui se trouvait logée au sein donc, de la Cour suprême. Il fallait enfin que l'institution soit autonome et qu'elle puisse travailler dans les règles de l'art tout en tenant compte des exigences de la communauté de la sous-région. Donc enfin, nous avons une Cour des comptes. Et rappelez-vous que l'institutionnalisation, la constitutionnalisation de la Cour des comptes, ça a été comme
comme, je dirais, un élément moteur et catalyseur de la révision de la Constitution. Parce que les députés en avaient fait leur cheval de bataille, ils sont descendus sur le terrain. Je fais donc référence à un certain Rachid Badamassi qui estimait qu'il fallait enfin que nous puissions toucher la Constitution parce qu'il faut y loger la Cour des comptes. Enfin, eh bien, la Cour des comptes, elle existe. Et la preuve, c'est que la première responsable a été nommée. Et comme l'a dit Eman, eh bien, Madame Ismat Biotchane épouse Mamadou se retrouve être dans son marigot. Parce que déjà, eh bien, première responsable de la structure quand elle était logée au niveau de la Cour suprême. Et donc, elle est dans son marigot. Ça ne devrait pas surprendre que ce soit elle qui ait été choisie pour diriger la Cour des comptes, institution nouvelle telle que nous la présentons en ce moment. Et à travers donc la prestation de serment qui a eu lieu donc fin la semaine dernière, eh bien, vous l'avez entendu elle-même, vous avez entendu le chef de l'État confirmer bien tout le bien qu'on pense d'Ismat Biotchane. C'est fait. Nous avons désormais une Cour des comptes. Maintenant, il faut espérer que la Cour des comptes s'actionne, qu'elle travaille sur le terrain, parce qu'il faut qu'elle soit dotée des moyens. Je me souviens, la semaine dernière, je disais qu'il ne faudrait pas que la Cour des comptes ressemble à une haute cour de justice. On peut estimer que ça fait trop fort en termes de clichés qui est présenté de cette haute cour de justice, mais c'est une réalité que dans le fonctionnement, il y a bien de choses à redire sur cette institution. Maintenant que nous avons une Cour des comptes, maintenant que nous avons une présidente Ismat Biotchane, il est important, comme je le disais tout à l'heure, qu'on puisse avoir maintenant les moyens afin que cette Cour puisse véritablement travailler. Qu'elle ressemble certainement au parquet national financier en France, parce que c'est un peu le même rôle que jouera dans cette Cour, afin qu'enfin, Christian, on puisse s'assurer que, eh bien, il y a de la parcimonie dans l'utilisation des deniers publics. Donc, c'est déjà bien que nous ayons enfin une Cour des comptes, que nous ayons une présidente. Il faut maintenant espérer qu'on mette les moyens à disposition d'Ismat Biotchane. Non seulement les moyens financiers, les moyens humains, parce qu'il faut maintenant des magistrats de qualité, c'est-à-dire professionnels de la chose financière. Ce n'est pas n'importe qui va siéger au cours de cette Cour des comptes. Il faut des personnes qui maîtrisent, je dirais, la matière. Et donc, s'il n'y en a pas, c'est qu'il va falloir qu'on puisse travailler là-dessus pour pouvoir doter cette Cour des compétences, de la qualité, afin que nous puissions avoir raison d'avoir enfin une Cour des comptes. Alors, c'est une nouvelle institution, une première expérience pour notre pays, le Bénin. En attendant de vous donner la parole, je vous propose de revivre un tant soit peu cette ambiance liée donc à la prestation de serment. Je vous reviens juste après et ce sera avec vous, Warabaliba. C'est une fierté pour moi, un sentiment de joie qui m'anime ce matin. Et je voudrais d'abord, avant tout propos, remercier le Seigneur. Nous sommes en plein mois de Ramadan. Cette nomination, pour moi, est une bénédiction. Ensuite, je voudrais exprimer ma gratitude au chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a bien voulu placer sa confiance en ma personne en me nommant à la tête de cette grande institution. Il y a un autre sentiment qui m'anime aujourd'hui. Nous avons une Cour des comptes. Et une Cour des comptes à la tête de laquelle il y a une femme. Alors, aujourd'hui, les finances publiques, il faut les contrôler. Il faut faire en sorte que le contribuable soit satisfait de l'utilisation qui est faite de l'argent public. Ma prestation de serment ce jour va me lancer dans ce défi de bâtir une institution performante, indépendante et moderne. Je vais me baser sur les acquis de l'ancienne Chambre des comptes et avec mes collaborateurs, on va se mettre au travail. Et je voudrais, en marge de ce que je dis, dire que je ne vais pas négliger l'approche genre dans tout le processus. Et voilà donc, nous venons d'entendre Madame Ismat Biotchane Mamadou, qui en quelque sorte est en train de nous dévoiler sa feuille de route de ce qui sera sa priorité.
Oui, on a entendu Mme Ismat Biochane, épouse Mamadou, la toute nouvelle présidente de la Cour des comptes qui, à travers, en tout cas, juste après sa prestation de serment reçue par le chef de l'État, s'est confiée à la presse. On l'a entendu, c'est une présidente qui entend faire bâtir l'institution et faciliter la tâche aux contribuables. Faire comprendre aux contribuables à quoi sert son argent. Amener donc cette institution à réguler, je dirais, la gestion des finances publiques. Parce que par le passé, nous n'étions pas habitués à cette pratique. Ce qui fait que très vite, on dira telle personne a détourné et visiblement, on n'a pas cette institution qui interpelle. Je pense que l'absence même de l'institution qui devrait réguler, qui devrait statuer sur ces genres de cas avait sans doute encouragé les gens à peut-être gérer les choses à leur manière, sans craindre quoi que ce soit, sans craindre une institution, sans craindre, je dirais, un gendarme qui devrait peut-être leur permettre de se méfier un peu. Parce que vous allez constater que même dans nos écoles, lorsque il y a le surveillant est absent, ça permet un peu, comme on dit, en l'absence du chat, les souris dansent et elles dansent à leur manière. Donc, on a entendu Mme Ismat Biochane qui veut se baser également sur les acquis, n'est-ce pas, de la Chambre des comptes, qu'elle maîtrise très bien et sait très bien que bon, cette Chambre des comptes avait au moins capitalisé un certain nombre d'acquis. L'institution, la Cour des comptes aujourd'hui, qui vient comme en tout cas plus large et plus vaste que la Chambre des comptes, devrait faire davantage. Maintenant, il y a ce détail-là, se baser sur, je dirais, l'approche genre. Ce n'est pas négligeable. Vous voyez, maintenant, il faut que ce rapprochement avec le genre puisse tenir compte également des compétences, parce que vous voyez, le chef de l'État, tout à l'heure, en tout cas lors de la prestation de serment vendredi dernier, disait que lui n'a pas eu le choix. Ça veut dire quoi? Qu'on a pris Mme Biochane, Ismat Biochane, n'est-ce pas, en se basant sur son profil, sur sa qualité, son ancienneté et les acquis qu'elle a déjà capitalisés au sein de cette institution. Et donc, ça n'a pas permis au chef de l'État d'aller chercher ailleurs. Je voudrais donc que cela soit un peu comme un boom au corps pour les femmes, pour la gente féminine, de manière à ce qu'elles puissent davantage s'engager et ne pas donner le choix souvent à nos autorités. Parce que c'est quand il y a suffisamment le choix, c'est-à-dire on cherche des profils, on n'en trouve pas. Vous imaginez qu'on demande, on veut peut-être placer une femme à une instance, à une institution donnée, et qu'elle n'a pas le profil qu'il faut. On ne va pas dire parce qu'on veut équilibrer les choses, on veut l'approche genre forcer et mettre une femme à ce niveau. Ouais, donc, mais quand on se bat, quand on a le mérite, quand on a le profil qu'il faut, je pense que ça devient difficile à celui qui choisit d'opérer des choix malencontreux. Alors, justement, quelles sont vos attentes? Non, les attentes sont celles que nous avons énumérées dans notre première prise de parole. Déjà, quand on a entendu Ismat Biochane, on se rend compte que c'est déjà pas une dame trop prolixe. C'est un peu habitué des micros et caméras, bien entendu. Ça se lisait un peu du tract et tout ce qui est autour, mais c'est qu'elle a de la compétence. C'est d'ailleurs pour ça que pendant longtemps, elle a été présidente de la Chambre des comptes au niveau de la Cour suprême. Et donc, la transposition faite aujourd'hui pour qu'on en soit désormais donc à la Cour des comptes amène la présidente de cette institution donc à véritablement apporter la preuve à suffisance qu'on a eu raison de porter le choix sur sa personne. On rappelle au passage que la Cour des comptes doit prendre en compte des dossiers d'une complexité avérée en ce qui concerne la manipulation des deniers publics, les fraudes fiscales, la corruption, la manipulation des cours et tout ce qu'il y a autour. Donc vous constatez que le champ d'action, le champ d'intervention de la Cour suprême, ce champ est bien vaste. Et donc de la Cour des comptes, merci, donc est bien grand. Donc il faut forcément, comme je l'ai fait constater, qu'il y ait de la matière en ce qui concerne, je dirais, la présence humaine pour pouvoir régler ces questions-là. Autrement, c'est que nous aurions eu une cour parce qu'il faut simplement la voir. Il faut la voir pour qu'elle puisse travailler. Il faut la voir pour que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on puisse être fier de ce que bien la cour a fait bouger les lignes en ce qui concerne la manipulation des deniers publics, en ce qui concerne le respect de manière orthodoxe des deniers publics. Parce que la fraude fiscale, on en dénomme
suffisamment. Et donc, désormais, ceux qui s'y adonnent savent qu'il y a une cour des comptes qui doit régler cette affaire. Parce que, Christian, quand vous suivez un peu l'actualité, je prends la France en référence parce que c'est là où on jette très rapidement le regard. Le parquet national financier, quand il est à votre trousse, franchement, vous êtes dans le décor. Donc il faut qu'on en arrive véritablement à savoir que nous n'avons pas une institution pour réprimer parce qu'il faut réprimer. On a pris l'habitude d'entendre souvent quand ils se retrouvent entre eux, pas des hommes politiques, on parle de chasse aux sorcières, mais qu'on sache que la Cour des comptes, c'est un instrument qui travaille véritablement à assainir l'utilisation des deniers publics. Donc pour ce faire, on a remarqué qu'au niveau de la Cour suprême, elle s'est souvent basée sur des institutions de juridiction inférieure pour pouvoir véritablement se mettre en mouvement. Qu'on en arrive aussi à avoir cette possibilité aussi pour la Cour des comptes de compter sur ces juridictions inférieures afin que l'information soit remontée, afin qu'elle puisse véritablement se mettre en œuvre et qu'à la fin, Ismat Biotchane ait des raisons de présenter un bilan satisfaisant parce que ça aurait impacté le comportement des compatriotes que nous sommes. Alors, une institution de plus qui vient, disons, accompagner ou suppléer la CRIET dans sa mission, Herman Niamboussou. Oui, naturellement, sauf qu'ici, contrairement à la Cour de justice où on a besoin des 2 tiers des députés pour mettre en accusation un président de la République ou un membre du gouvernement qui serait jugé coupable, ici, il n'est pas question de députés pour que la Cour des comptes puisse actionner son mécanisme. Encore que la loi a également prévu, qui a je veux pas la Constitution, que ça a prévu qu'une loi va fixer les procédures suivant devant la Cour des comptes. Ici, ce qui est intéressant, c'est que la loi en même temps a prévu quand même comment est-ce qu'il faut recruter les présidents de chambre, les conseillers également, qui est-ce qui peut aller à ce niveau. C'est en cela que je me demande si le fait pour la présidente de parler de l'approche genre, si elle ne se verra pas un peu embêtée lorsqu'elle va constater que les compétences ne sont pas ce qu'elle doit être. Je pense que, à ce niveau, libre à elle saura comment il faut faire, sauf qu'il y a des lois qui vont fixer. Maintenant, mes attentes sur ce sujet-là, c'est également que tout soit mis en œuvre pour que les compétences qu'il faut soient à son service, au service donc, de la Cour des comptes. C'est également qu'on puisse mettre en place les cours régionales des comptes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de nos collectivités territoriales, il se passe des choses énormes. Des choses énormes, il faut quand même... Le souci ici, c'est que le constituant dérivé, le constituant béninois, quand il a voulu instaurer la Cour des comptes, il a quand même prévu que des lois vont venir fixer les conditions, vont finir les fonctionnements et tout. Est-ce que ces lois sont déjà prises aujourd'hui? Est-ce qu'on a déjà fait en sorte que, une fois la présidente de la Cour des comptes s'est moins prêtée, et qu'elle puisse déjà commencer par faire fonctionner l'institution? Parce que justement, l'institution, c'est la haute juridiction en matière de contrôle des finances publiques. Et donc, sur ce coup-là, on attend beaucoup du gouvernement Patrice Talon qu'il puisse mettre les comptables, qu'il puisse les mettre à la disposition de la Cour des comptes pour qu'on puisse les écouter sur comment est-ce qu'ils gèrent les deniers publics. Voilà. Oui, les attentes sont nombreuses et je pense que Herman et Hakimi ont déjà commencé par les décliner un peu. C'est que la Cour des comptes soit vraiment une Cour des comptes. Qu'elle ne soit pas juste une cour parce que on veut respecter une constitution, un peu comme le cliché qu'on projette depuis des années. Une exigence régionale. Le cliché qu'on présente depuis des années avec la haute cour de justice, et en dépit de ce qui est dit sur beaucoup de plateaux de télévision, les médias et autres, on n'a pas senti que cela ait touché peut-être, je dirais, la sensibilité de nos autorités pour peut-être revoir les choses. Parce qu'une cour qui n'a pas la possibilité ou ne veut pas s'auto-saisir des dossiers, même quand il y a des flagrants délits, je pense qu'il y a un véritable problème. Il va falloir donc que la présidente Ismat Biotchane puisse travailler à ce que la Cour des comptes soit ce qu'elle doit être en termes de cours, en termes de régulation des finances publiques, en termes de gendarmes aux côtés, n'est-ce pas, des ministères de l'économie et des finances, de la CRIET et autres, pour que ça soit, c'est vrai,
ils n'ont pas les mêmes attributions, mais visent pratiquement les mêmes objectifs. Et un homme, une mission, des moyens. La plupart du temps, et surtout beaucoup plus par le passé, on identifie l'homme, on identifie la mission, mais les moyens n'accompagnent pas, ce qui fait que chemin faisant, les résultats attendus ne sont souvent pas atteints. Ça veut dire qu'il va falloir que le président de la République, le gouvernement, donc, puisse voir comment accompagner cette institution. Un accompagnement qui réside donc dans les moyens nécessaires, moyens financiers, moyens matériels et moyens humains, c'est-à-dire des hommes et femmes de qualité à mettre à ces parce qu'il s'agit des magistrats, mais des magistrats qui savent comment manipuler l'argent. C'est pas comment se prononcer. Les chiffres, manipuler les chiffres. Voilà, manipuler les chiffres, j'allais dire. Donc pas seulement ceux qui, pas seulement ceux qui viendront lire le droit et condamner X ou Y juste pour le plaisir de condamner. Donc ce sont des gens assermentés, spécialistes de la chose auxquels il faut faire appel et qui viendront mettre leurs compétences au service du développement. D'accord, en tout cas, très bonne mission à sa présidente et aux futurs membres de cette institution. Alors, messieurs, nous allons faire une petite balade au plus grand marché de Cotonou. Il s'agit du marché d'Antokpa, un court-circuit et des flammes, pratiquement un mois après celui du 5 avril dernier. Le malheur continue de s'abattre sur ce grand centre d'affaires à Kimé-Ousséni. Ça ne devrait pas certainement surprendre parce que ce sujet également, la semaine dernière, sur passé, on l'a abordé quand le ministre de la décentralisation est descendu au marché d'Antokpa. Je disais que c'était beaucoup plus folklorique que pratique parce que tant qu'on n'a pas trouvé les solutions, les raisons qui sont à la base de ces incendies, on a beau descendre au marché d'Antokpa toutes les fois, eh bien, ça ne réglera pas la situation. Et je crois que ça n'a pas raté. La preuve, c'est que, eh bien, une fois encore, on déplore un incendie. Ça fait pratiquement la 4e fois, je crois, au courant cette année 2021. Ça fait beaucoup. C'est vrai que la situation n'est pas propre au marché d'Antokpa de Cotonou, parce que dans la sous-région, même à Fort-Boué, récemment, donc en Côte d'Ivoire, eh bien, on a enregistré aussi des cas devenus un peu fréquents d'incendie. Maintenant, c'est que, eh bien, la raison fondamentale, la raison première, celle qu'on prospecte, c'est souvent les courts-circuits. Parce que certainement, la démographie a fait de telle sorte que, eh bien, on n'est pas arrivé à maîtriser l'installation, tout ce qu'il y a autour, parce que chaque jour, ce qu'on appelle communément les toiles d'araignée lorsque vous entrez. Exactement. Dans ce marché. On se rappelle que lorsqu'il s'est agi du gros incendie qui a eu lieu entre-temps, eh bien, on nous a parlé d'installation des bouches d'incendie au niveau donc du marché d'Antokpa. Est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'on a une possibilité lorsque l'incendie est déclenché, qu'on puisse en 2 temps, 2 mouvements, je dirais, maîtriser la situation? Visiblement non, parce que c'est devenu cyclique. Ce sont nos sœurs, ce sont nos mères qui perdent des centaines de milliers de francs CFA dans ces incendies. Au point d'ailleurs, même quand on lance la solidarité nationale, ça n'a jamais suffi pour régler les problèmes de ces dames qui vont faire des prêts. Au niveau des structures décentralisées, les structures financières, qu'est-ce qu'elles deviennent après les incendies au niveau de ces différents marchés? Nous avons entendu des plaintes la dernière fois. Il disait qu'elle a perdu pratiquement 5 millions de francs. Exactement. Et après, c'est qu'elles sont laissées à elles-mêmes. Du coup, peut-être même quand on vient y apporter, je dirais, des solutions, ça n'est pas efficace. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être espérer qu'on multiplie les bruits d'incendie, qu'on travaille donc à l'accessibilité facile donc au marché d'Antokpa, et qu'on continue peut-être la sensibilisation aussi, ça peut aussi participer à quelque chose, mais je constate que les descentes sur le terrain, Christian, se sont avérées inefficaces, et donc la solution est ailleurs. Ce n'est pas en descendant sur le terrain, ce n'est pas en allant présenter une mine de compatissants qu'on a réglé les problèmes donc de nos femmes du marché d'Antokpa. C'est qu'il faut qu'enfin on puisse apporter une solution, qu'on y associe peut-être les forces les sapeurs-pompiers, peut-être qu'ils ont la solution à la matière. Je ne sais pas trop, je dis les choses comme ça, mais je me rends compte que c'est devenu cyclique et que les grands perdants de cette affaire, ce sont nos soeurs, ce sont nos mères qui s'en
s'endettent et qui, à l'arrivée, ne s'en sortent pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'elles vont régler cette affaire devant les structures où elles ont des délais de paiement. Franchement, ça fait un peu beaucoup et il va falloir qu'on puisse trouver une solution. Alors, lorsque vous regardez un peu l'aspect de ce marché, Herman Parfait a dit un mot sous ici, il n'y a pas lieu de se poser un certain nombre de questions. La précarité, par exemple, des hangars que nous avons dans ce marché. Oui, je déplore ce matin qu'on ne soit là que pour constater les dégâts après les incendies. Hakim l'a rappelé tantôt, 4e fois, je pense que c'est un peu trop pour un marché, le plus grand marché du Bénin à l'heure actuelle, et l'un des plus grands de la sous-région. Je pense que ce matin, on va faire quelques questionnements, quelques conjectures. Qu'est-ce qui gère le marché? Est-ce que quand l'incendie survient, on veille à ce que la réinstallation des bonnes dames le soit dans de bonnes conditions? Est-ce qu'on veille un peu à ce qu'on puisse respecter, un peu comme l'a dit, vous l'avez rappelé tantôt, les installations électriques? On parle de toiles d'araignée dans ces différents marchés. Et quand vous avez lu l'interview accordée par le chef quartier d'Antokpa au quotidien Fraternité, il dit que dans le marché vivent des gardiens et leurs femmes, c'est-à-dire des familles de gardiens, pour veiller un peu sur les marchandises, les hangars une fois fermés. Alors ceux-là, ils vivent là, ils font le feu, ils préparent à manger à leur mari. En fait, les femmes préparent à manger à leur mari, à leurs enfants. Qu'est-ce qui est fait pour qu'on puisse respecter le minimum de sécurité dans ce marché? Et il y a également eu cette indignation du chef quartier d'Antokpa qui dit que voilà un marché, un plus grand marché du Bénin qui est à Cotonou, mais pour la gestion duquel l'autorité locale n'est pas associée. Je ne sais pas si les tests le prévoient ainsi, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment c'est fait pour que ni la mairie ni l'autorité locale soient associées à la gestion de ce marché, parce que c'est un grand marché et toute réinstallation ou toute installation de nouveaux occupants ou de nouvelles occupantes doit, à mon sens, avoir une sorte de concertation, doit être à la suite de plusieurs concertations pour savoir comment est-ce qu'on gère ce marché. Il a parlé tantôt des bouches d'incendie dont on nous avait parlé il y a longtemps. Est-ce que ces bouches d'incendie existent? Et je finis en disant que j'ai de plus en plus le sentiment que nous avons des incendies criminels au marché d'Antokpa et que c'est pas il y a des courts-circuits comme on tente de l'expliquer. Oui, Wakabali Para. Non, je crois que ça devient désagréable de plus en plus quand on enregistre des cas d'incendie comme ça au marché d'Antokpa. Je crois que c'est la troisième alerte pour cette année seulement 2021. Et nous ne sommes que dans la première moitié du 5e mois de l'année. Imaginez que à chaque trimestre, on puisse avoir 3 incendies jusqu'à la fin de l'année. Ça devient énorme. Et je ne sais pas si c'est peut-être parce que le nombre de marchandises brûlées n'équivaut pas le nombre de personnes décédées dans les flammes, qu'on n'a pas pris la mesure de la situation. Puisque c'est vrai, ce n'est pas le souhait. Mais franchement, je pense qu'on n'a pas été aussi métallique tel qu'on l'a été dans certains secteurs où des mesures ont été prises de façon catégorique parce qu'on vise un objectif et autre. Je pense que un peu tel que le chef de l'État a l'habitude dans ses réformes, que ce soit politique ou administrative, avancer un peu les yeux fermés parce qu'il a un objectif et quand il finit par l'atteindre, c'est à la satisfaction de tout le monde. Je pense qu'on doit tenter la même chose à ce niveau. Et revenir un peu pour dire que quand on suit les propos du chef quartier d'Antokpa qui est écœuré et lui-même estomaqué par les faits, il laisse entendre que la collaboration entre la direction générale de la SOGEMA et la mairie de Cotonou n'a pas souvent été des plus cordiales. Je pense qu'il y a un véritable problème qui se pose là. Oui, une structure est chargée de gérer le marché, mais ce marché se trouve sur un territoire donné. Et je pense que les collectivités locales doivent être associées à la gestion de ces marchés. En tout cas, définir ce qui est la participation, la part de collaboration de chaque partie de manière à ce que tout puisse vraiment marcher. On ne va pas attendre chaque fois qu'il y a feu parce qu'on attend que telle personne apporte sa solution. Et ajouter qu'on a un commissariat spécial d'Antokpa. Il va falloir également travailler, je ne sais pas si ça existe, ça n'existe pas, ma foi,
travailler à ce qu'on ait peut-être un groupement de sapeurs-pompiers spécial pour Dantokpa, en raison de ces cas répétés. C'est vrai, la forte agglomération qu'on a ne facilite pas la traversée. Et puis on note que quand une certaine aération, le marché n'est pas aéré. Merci, c'est vrai. Je pense que c'est ce qui a suscité l'idée de transférer le marché de Glo à Calavi et à quelques galeries, à d'autres endroits, toujours pour décongestionner le marché de Dantokpa. C'est vrai, on n'en est pas encore à ce niveau. Et donc, quand il y a incendie et qu'on fait appel aux sapeurs-pompiers, le couloir de traversée pour atteindre le site du sinistre pose problème. Ça veut dire qu'il va falloir davantage travailler. Et je n'écarte pas cette piste de criminalité que souligne Herman Anyambossou, parce qu'on ne peut pas chaque fois, bien qu'on voit, c'est vrai, des fils électriques alambiqués, ce que nous appelons les toiles d'araignée, n'est-ce pas? On ne peut pas toujours nous dire que ce sont des, comment on appelle ça, des courts-circuits qui sont à la base de ces incidents, de ces incendies-là. Il y a donc un véritable problème. Lorsque les familles des gardiens vivent sur le marché, ils visent l'objectif de sécuriser ce marché-là. Si l'incendie venait et qu'au-delà des objets, des marchandises, ça devrait prendre les familles de ces gardiens. Vous imaginez que quand un incendie vient, un peu comme ce qu'on a connu en 2016, c'est peut-être en pleine animation du marché. Vous imaginez ce qui peut être enregistré comme dégâts. Je pense qu'on doit aller au-delà du folklore, un peu comme le dénonce Herman Anyambossou, et taper du poing sur la table pour dire non, l'heure est venue de prendre des mesures adéquates pour soulager aussi bien usagers de ce marché que nos mamans, nos parents qui sont les commerçants de ce marché. Voilà. Oui, le marché est vieux. On nous apprend qu'il a été créé en 1963. Donc ça fait pratiquement 58 ans et que ce marché existe. C'est que le premier gros incendie au niveau du marché d'Antokpa est intervenu en 2015. Ça veut dire qu'il y a quand même une maîtrise de la situation de 63 à 2015. C'est pour ça que j'insistais sur le côté démographique de la chose. Qu'est-ce qui a pu se passer entre 63 et 2015 pour qu'on n'ait pas déploré des cas graves d'incendie, qu'on n'en ait même pas dénombré durant cette période? Ça veut dire qu'il y avait une pratique et que la pratique a complètement changé, que les gens n'ont plus commencé par respecter. Et donc, c'est à partir de cet instant qu'on peut le diagnostiquer, parce qu'on peut quand même remonter les archives du marché d'Antokpa pour savoir comment ça se passe. Et donc, comme je l'ai fait constater, c'est qu'il n'y a rien à faire. Soit, quand on a changé la gestion, la manière dont il faut gérer le marché d'Antokpa, les pratiques, les mauvaises, ont commencé par faire jour. Et donc, du coup, ça participe maintenant à multiplier les cas d'incendie. Donc, comme je l'ai dit, 63 à 2015, pas de cas d'incendie majeur enregistrés. Là, en 2015, on a commencé par enregistrer des cas. Et le premier gros incendie, c'est en 2015, avec près de 755 boutiques qui sont allées en fumée. Et 3 ans plus tard, en 2018, avril, on se rappelle un peu, je dirais, le balai qui a eu lieu parce qu'on était dans la fièvre des échéances électorales. On a vu tous les candidats, machin, tout le monde s'est rué vers le marché d'Antokpa. Ça, c'était en 2018. Et vous remarquez que, 2021, nous en avons eu en mars. On en a eu le 4 avril récemment. Oui. Et nous sommes en mai. On enregistre un 3e cas d'incendie. On a dit, la dernière fois, c'est près de 61 sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés, près de 7 camions qui ont été mis à disposition. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir forcément qu'on dise stop. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui est à la base? On peut conjecturer, comme l'a dit Herman, sur peut-être des incendies criminels. Si c'est le cas, qui est-ce qui en veut au marché d'Antokpa? Oui, c'est ça. Quand le marché d'Antokpa, c'est-à-dire aux bonnes dames, parce que c'est quand même les bonnes dames, comme je l'ai dit, mais quand vous les avez vues la dernière fois, quand vous les avez vues encore avant hier, Christian, mais c'est de la désolation, c'est des centaines de millions, c'est des gens qui vont faire des prêts, elles n'en ont pas plein les poches, non, elles vont faire des prêts pour gérer la subsistance. Et c'est dans cette quête-là du revenu quotidien que tout part en fumée. Qui c'est qui va s'en occuper, Christian Dandédian? Ce n'est pas en descendant sur le terrain pour aller constater qu'on a réglé la politique, le problème des bonnes dames. Donc, il faut forcément qu'on puisse le diagnostiquer, qu'on puisse trouver. C'est bien, qui me fait bien de nous rappeler que c'était 755 boutiques qui étaient parties en fumée en 2015. Oui. Ceux qui sont marchés dans Antokpa vous dit que quand les 755 boutiques sont parties en fumée, quand on a voulu reconstruire, on est allé à plus de 1200.
c'est parce que ça a permis de reloger. Là, je raisonne en capitaliste. C'est-à-dire que si l'incendie peut permettre de bousiller 60 boutiques et de pouvoir après installer 100 boutiques ou 200 boutiques, c'est pourquoi pas. Je dis, il faut toutes ces pistes-là doivent être analysées. Parce que quand on me dit que le marché d'Antokpa, ça prend feu, je dis, mais c'est pas possible. Parce que justement, désormais, le marché d'Antokpa, quand même, il y a de grandes allées à l'intérieur du marché qui permettent sans doute aux pompiers, une fois qu'il y a incendie, de pouvoir rapidement circuler. Bon, alors donc, on se pose des questions. Vous posez des questions. Alors, je pense que ce problème vient poser à nouveau l'inquiétude qu'avait souligné sur nos plateaux ici le directeur général de la SOGEMA, qui estime qu'il y a bien de ces éléments. C'est vrai, il avait pris des mesures pour les sanctionner en son temps, qui installaient pour leur propre poche des occupants de marché. Là, on ne veut pas les installer. Il y avait même des marquages au sol en son temps pour permettre aux gens de occuper ces allées. Certains ouvriers mal intentionnés de la SOGEMA, ceux-là qui sont chargés de prendre des tickets et autres, c'est eux qui se permettaient d'installer d'autres commerçants qui n'étaient pas sur la liste officielle, dois-je dire, de la SOGEMA. C'est-à-dire que la direction ne les connaît pas officiellement. Mais ces agents, eux, ils les connaissent et puis on les installe frauduleusement de manière à ce que ce qu'ils payent, ce que ces commerçants installés frauduleusement payent, aille directement dans la poche de ces agents qui collectaient les sous. Donc je pense que tout ce problème-là doit être réglé. Qui est officiellement commerçant du marché d'Antokpa? On sait avec le sinistre et autres, les nouvelles constructions et nouvelles orientations apportées au marché d'Antokpa, on connaît la superficie occupable, n'est-ce pas? Maintenant, ces commerçants-là, qu'est-ce qu'ils vendent concrètement? Quel est le nom, en fait, les boutiques officielles qu'il y a au marché d'Antokpa? Combien sont-elles ces boutiques? Qui sont les occupants? Ceux qui ne sont pas les réels occupants, qui viennent souvent occuper les bords de rue, parce que c'est eux qui viennent gonfler davantage le marché. Chacun cherche à manger, on ne va pas être contre, puisque dans ce lot, on a également nos parents dedans. Mais il va falloir, n'est-ce pas, qu'on puisse taper du poing sur la table et dire l'heure est venue de trouver une solution qui soulage tout le monde. Voilà, la solution c'est peut-être aussi de voir comment le dent-topa le dent-topa, je fais le dent-topa, comment ça se fait que qu'il y a ce silence-là et le topa est en train de brûler tout le temps. Allez, messieurs, vous aimez la chasse? Vous êtes accro à la chasse, Wakhabalipa? Moi, ces chasses dont on parlait en son temps avec les chasseurs qu'on connaissait comme qui avaient la chasse comme leur métier, ça intéressait. Ces chasseurs qu'on connaît, Ahmed Goudin, qui prenait d'assaut. Ah oui, c'est le Bédia, c'est ça qui permet de manger le Bédia. Les chasseurs simples, rentrer dans la brousse, bien délimité, revenir avec les gibiers, n'est-ce pas? Quelle pèderie de brousse, quelle pintade de brousse, quel lapin sauvage et autres. Ça, avec sauce légumes et du télébor, je pense que ça fait. Merci de réveiller nos appétits ce matin. Le carême se poursuit. Allez, on va revenir sur cet arrêté préfectoral, cet arrêté signé du préfet du département de la Donga, qui signifie à tous que la chasse à la battue est suspendue jusqu'à nouvel ordre sur tout le territoire du département de la Donga, et ce considérant les menaces de troubles à l'ordre public pendant la période d'avant et après le scrutin présidentiel du 11 avril dernier. Wahab Alipara, une nouvelle désormais difficile pour les consommateurs de viande de brousse dans le département de la Donga de s'en procurer. Oui, une nouvelle difficile, mais je pense que le préfet de la Donga a vu juste en prenant cette décision, et il ne l'a pas pris, je dirais, de gaieté de cœur, parce que lui-même il est de la région et il doit sans doute aimer la viande de brousse. Il sait ce que la chasse représente aux parents des départements de la Donga, mais les questions de sécurité aidant, il s'est vu obligé de prendre de pareilles mesures, à l'effet donc de suspendre momentanément la chasse à la battue pour peut-être laisser passer le temps et peut-être relancer la situation. Et je pense que les raisons évoquées
ne sont pas négligeables. La question d'inquiétude que nous avons, 70 000 cartouches découvertes à Banter, 1300... Pas très loin de la Donga aussi. Voilà, pas très loin de voilà, à 1300 à Lomé. Et on sait que les périodes qui ont précédé l'élection ont été émaillées des propos, n'est-ce pas, qui n'étaient pas des propos qui apaisent et autres. Donc je pense que le préfet, ça n'a pas été facile pour lui avant de prendre cette décision. J'ose croire que les maires des communes de la Donga, chacun instruit à sa manière, puissent accompagner, donc prendre les mesures qu'il faut pour discipliner les chasseurs de leurs différentes communes et de leurs différents arrondissements, de manière à ce que cette décision du préfet puisse être respectée à la lettre. Et je pense qu'il n'y a pas qu'à la Donga, dans le département de la Donga, qui a la chasse. Bien de régions du Nord sont concernées par la chasse. Le département de la Takora, par exemple, sans oublier le Borgou et la Liborie. J'espère qu'avec les raisons évoquées et dans l'optique d'avoir une accalmie sur le territoire national, cette mesure du préfet de la Donga devrait faire école dans d'autres départements. Oui, Herman. Je crains que cette mesure ne soit un peu tardive, parce que justement, nous ne parlons pas de chasse en général, on parle de chasse à la battue, c'est-à-dire le potaclé, le gourdin. Je prends le gourdin, mais généralement, pour faire cette chasse à la battue, on met le feu de brousse à un niveau et puis on se met de l'autre côté, du côté de la grande voie, pour que les gibiers puissent tomber dedans. Et puis, oui, naturellement, dans ma zone lac Pomassé, les jeunes le faisaient, je l'ai souvent assisté. Donc, je dis dans ce cas, ici, il ne s'agit pas de faire usage d'armes, encore moins de cartouches. Et donc, il s'agit de faire usage de son gourdin, de coupe-coupe et de ceci. Si c'est des éléments qui entrent en ligne de compte des menaces que le préfet a pu constater, encore même que nous avons déjà passé l'élection présidentielle, la proclamation des résultats a déjà été définitive et constatée par tout le monde, et on attend que la présentation seulement le 23 mai prochain. Je me demande si cette mesure ne vise pas autre chose que ce qu'on nous a dit, parce que justement attraper le bédia, c'est-à-dire les souris de brousse, les perdrix, lapins et tout. Je ne sais vraiment pas s'il n'y a pas d'autre motivation derrière cette mesure préfectorale. Voilà, vous posez alors des questions à la suite de cet arrêté préfectoral. Akivim, c'est cette nouvelle. Oui, les questions demandent sont d'autant plus pertinentes que ce n'est pas que dans la Donga qu'il y a la chasse à la battue. On parle de chasse à la battue. On sait ce qu'on utilise pour une chasse du genre. Et on est tous unanimes que la chasse à la battue, ce n'est pas que dans la Donga, ça se fait dans la Takora, ça se fait dans le Borgou, ça se fait dans la Liborie, ça se fait dans le centre, bien entendu. Donc, je veux dire. Franchement, donc, moi, pour ce matin, je ne suis pas le préfet de la Donga, mais j'ai de mal à comprendre que ce sont les raisons qui ont été évoquées qui sont à la base de la mise en parenthèse de la chasse à la battue dans le département de la Donga. Je crains que cette décision soit rabattue. Parce que si c'est le cas, si c'est les raisons qui ont été évoquées, la décision de mettre en parenthèse la chasse à la battue serait même une décision prise par le ministre de l'Intérieur. Et que d'ailleurs l'effet sera immédiat, c'est-à-dire que tous les préfets en ce qui les concerne seront mis à contribution pour la mise en application de cette décision. Et donc du coup, il y a peut-être des motivations qui ne sont pas clairement exprimées, qui sont à la base de la suspension de la chasse à la battue de la Donga. Sinon autrement, si ce n'est que pour des questions qui ont été évoquées par le préfet du département de la Donga, j'avoue que tous les autres préfets auraient été concernés, parce que la question de sécurité, dans le contexte actuel, est une question nationale. Ce n'est pas de façon cliché comme ça le département de la Donga. Encore que quand on jette, je dirais, un coup d'œil dans le rétroviseur, la Donga a été presque un peu épargnée. C'est vrai qu'en termes de cartouches, ceux qui ont été cités, semble-t-il, sont dans la région, notamment le monsieur ancien dont on a parlé. Mais je me rends compte que, s'il y a des communes qui ont été éprouvées, ce n'est pas que les communes de la Donga, c'est les communes des collines, c'est les communes de la Donga, du Borgou. Donc, si ce n'est que pour ça, j'avoue que les raisons n'expliquent pas
le fait que le préfet ait fait l'option d'arrêter pour le moment la chasse à la battue. On peut creuser loin, mais si c'est le cas, je crains que la décision soit rapportée parce que, ça enfreint, je dirais, à un droit des populations du département de la Donga. Ça doit faire partie alors des conséquences. Les conséquences aujourd'hui, c'est ceux-là qui se nourrissent de cette chasse, malheureusement. Au-delà de nourrir, les gens ne vont pas à la chasse parce qu'ils y vont pour se nourrir. Non, ce sont des moments de distraction. Il faut oser le dire. Demander à plusieurs personnes avons même à la chasse à la battue, ils vont dire que courant cette période, ils rentrent, ils vont juste pour se défouler, pour courir pas dans tous les sens. Mais comme je l'ai dit, si ce n'est que les raisons que vous avez énumérées, franchement, la décision de suspendre aurait été une décision nationale parce que la question sécuritaire du moment, c'est une question nationale. C'est-à-dire que nous n'avons pas les informations que le préfet a à son niveau. J'estime que le point de vue, Akimé et Herman ne manquent pas de pertinence dans ce qu'ils soulèvent ce matin. Mais je pense que nous limitons ici, puisque nous ne sommes pas dans le secret des dieux, on n'est pas dans la tête du préfet de la Donga, n'est-ce pas? Mais je pense que nous limitons ici à voir de manière schématique comment la chasse à la battue se déroule, sans faire allusion aux différentes armes qui sont utilisées. C'est vrai, pour une chasse à la battue, bien entendu, on a besoin juste de matériel élémentaire. Les lance-pierres, gourdins, lance-pierres, un bon bois en bonne santé et autres. Et quand on parle même les fusils de chasse pour ces genres de circonstances, pour cette chasse à la battue, ce sont les fusils de fabrication artisanale. Vous voyez, oui, les périodes traversées avec les menaces et autres, la Donga a plus ou moins été épargnée. En tout cas, elle n'a pas été, le département de la Donga n'a pas été éprouvé au même titre que les départements des collines, du Zou et du centre. Mais je pense qu'il y a bien entendu un élément lié donc aux armes utilisées par les chasseurs en question qui a amené le préfet à prendre cette décision. Oui, si c'était peut-être direct, le ministre de l'Intérieur, un peu comme le dit Akimé, aurait pu prendre la décision. Mais je pense qu'il y a bien de mots dont nous souffrons, n'est-ce pas, qui n'ont pas amené peut-être l'État central à prendre la décision et qui a amené certains maires à prendre des décisions, bien les préfets à prendre des décisions et que d'autres préfectures ont copié. Vous n'êtes pas sans savoir que Chicha se fume sur tous les départements, dans tous les départements, sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département de l'Atlantique, Cotonou, que nous connaissons, beaucoup plus peuplé, beaucoup plus animé et autres, le préfet, par exemple, de l'Atlantique et du littoral, n'a pas pris une mesure liée à l'interdiction de la chicha. C'est jusqu'au Zou, là-bas, que le préfet des collines qui joue l'intérim, n'est-ce pas, a pris la décision. Mais d'autres préfets ont copié ça dans le mono et autres. Vous voyez, donc, je pense qu'il y a souvent quelqu'un pour toujours donner le déclic. Et je pense que si le préfet l'a fait et que ça nécessite que cela soit généralisé sur le plan national en raison des éléments évoqués, je pense que ça peut conduire le ministre de l'Intérieur peut-être à généraliser en accompagnement avec son collègue de la décentralisation. Merci beaucoup. Oui, merci à vous, Wahab Alikbara. Merci, Herman Parfait, Anyambossou, Akimé Ousseni. Vous nous revenez dans quelques petites minutes. Le plateau invité, on ne l'aura pas puisque notre invité nous a signalé qu'il ne pourra pas être là et donc toutes nos excuses à tous. On va observer la pause pub juste après, les sports et ensuite la revue de presse. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation.
Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Allez, les sports ce matin avec vous, Hakimi Ousseni. Nous avons beaucoup d'infos avec vous. Beaucoup d'infos aussi, ce ne sont que des rencontres qui ont été disputées ce week-end, comme tant pour la Super League et puis la Ligue professionnelle suite. On dirait un mot également sur la balle au panier, relativement donc au championnat professionnel qui a cours depuis environ déjà 3, 4, 5, 6 semaines au plan national. Et donc, du coup, ce sont les deux grosses actualités. On va y aller un peu plus rapidement puisque, eh bien, on est revenu un peu plus tôt sur le plateau d'Actu Matin pour Sport Matin. Commençons déjà par nous intéresser, Christian, à la Super League qui bat son plein et qui en était à sa 7e journée le week-end écoulé avec bien des rencontres qui ont été disputées au total. 6 matchs étaient au menu de cette 7e journée de la Super League professionnelle, animée par 12 clubs, je rappelle au passage, les 12 meilleurs au terme donc de la Ligue professionnelle qui s'est disputée courant donc 4-5 semaines en arrière. Et là, on retiendra que au terme des rencontres disputées au niveau de ces différentes zones, la zone A, la zone B, la zone C et puis la zone D, eh bien, ce sont les 3 premiers de ces zones
qui compose désormais la Super Ligue professionnelle qui en était à sa 7e journée au stade municipal de Parakou. Les Buffles recevaient Isaïe Football Club. C'est un sérieux club prétendant donc au titre en ce qui concerne cette version nouvelle de notre football. Eh bien, Isaïe était en déplacement avec, bien entendu, dans son rang des anciens de la maison Buffle, notamment le capitaine d'Isaïe Football Club, je parlais de Patrick Segame, n'était pas seul. Il avait également dans le 11 de départ du côté donc de la formation, coaché et dirigé désormais par Mathias Deguenon, un certain Zachary qu'on ne présente plus. C'est aussi un ancien de la maison Buffle FC de Borgo. Eh bien, ces deux étaient au coup d'envoi de cette confrontation avec donc les Buffle FC de Borgo. Au terme du coup de sifflet final de cette affiche entre les deux formations, on retiendra que les Buffles, une fois encore, se sont confiés à leur goléador. Je vais parler de Junior Roland Biakou, qui était l'auteur. L'unique but a été marqué par lui un peu plus tôt, et juste après, bien, ils ont joué solidement à la défense. Ils ont contrecarré les velléités offensives des AE Football Club à l'arrivée. Ils s'en sortent vainqueurs, 1-0 en faveur donc des quintuple champions titres. Pour ainsi les présenter, les Buffles se sont imposés par le score d'1-0. Passage une fois encore, eh bien, je rappelle, le buteur, c'est Roland Junior Biakou. Autre affiche disputée ce week-end comme temps pour la 7e journée. C'était entre autres matchs disputés du côté de Missereti entre Assos et puis les requins de l'Atlantique et Football Club. Eh bien, les deux formations sont séparées sur un score nul d'un but partout. Les requins terminent au score. Ils ont fini par rétablir la parité. Ils sont rentrés donc de Missereti avec le gain du match nul. 0-0 aussi, c'était bien le score qui a sanctionné le face-à-face entre Éternel Omnisport et puis Ayema Football Club. Les deux formations n'ont pas réussi donc à faire trembler les filets de part et d'autre. Il y a eu le 2-1, c'était du côté de Lokosa entre Rodio de Kome et puis Beke de Bimberiki qui était jusqu'au coup d'envoi de cette rencontre. Eh bien, le second au classement donc de cette Super League professionnelle derrière les Buffles du Borgo Football Club. Eh bien, Beke a chuté devant Rodio, une rencontre qui a été sanctionnée par des cartons rouges, 2 pour faire précis, donc un carton de part et d'autre, avec au passage, eh bien, l'expulsion aussi de l'entraîneur adjoint de Beke FC. Eh bien, Beke a courbé les chaînes devant Rodio, 2-1. 0-0 entre Dynamo de Parakou et puis Damissa Football Club. C'était en clôture de cette 7e journée de la Super League professionnelle. Et puis du côté du stade René Pleven d'Akpapa, il y avait une mastodonte qui s'exprimait devant une formation d'AS Cotonou très joueuse. À l'arrivée, grâce à Jean Ogouchi, eh bien, les hommes de Yessoufou Lafi ont pris le dessus sur AS Cotonou. 1-0, intéressant pour le moral, puisque eh bien, les Dragons sont pour l'instant dans le Gadour, mais avec cette victoire, eh bien, la formation des Oranges et Noirs se repositionne dans le classement de cette Super League professionnelle, dominée pour l'instant par les Buffles FC du Borgo, seul leader avec 14 points, en attendant les rencontres qui vont se disputer en milieu de semaine, comme temps pour la 8e journée, puisque les Buffles seront en déplacement pour y affronter Ayema et Football Club. Les autres affiches, vous les aurez, ce sera donc demain mardi. Les affiches et les résultats des rencontres disputées pour le compte de la Ligue Pro Suite, c'était aussi ce week-end dans la zone A et B, confondu désormais. Eh bien, Tonnerre de Boyko a battu Cavalier de Niki par le score de 3-1. Dadia et puis Real Sport se sont séparés dos à dos, un but partout. À noter la victoire de Taneka sur Énergie de la SBE 2-1. Les Taneka Boys de mon cher ami Adrien Wandino sont en train de se réveiller visiblement. Eh bien, ça leur va très bien la Ligue Pro Suite. Un but partout entre les Panthères de Djou qui était en déplacement du côté donc de Zakpota pour y affronter Dynamo d'Abomey. Les deux formations sont séparées sur un score nul d'un but partout. Victoire d'espoir sur Dynamex était à Djougou pendant ce temps. AS Takoun était au repos et va s'exprimer à l'occasion de la 5e journée. Ce sera donc cette semaine. AS Takoun de Kandi serait en déplacement du côté donc de Zakpota pour y affronter Dynamo d'Abomey. Dans la zone C et D, 5 rencontres ont été disputées. L'USS Kraké a fait donc coucher un peu plus tôt le Soleil, puisque le Soleil a été battu par le score de 2-1. La JSP bat Adidjan but à 0. Visiblement, ce n'est pas la bonne santé ces derniers temps pour
les hommes, j'allais dire nos forces de défense et de sécurité, puisque bien, ce n'est pas la même verve qu'on a connue à cette formation à l'occasion de la Ligue Pro terminée, mais là, visiblement, depuis la Ligue Pro suite, eh bien, les hommes d'Adidja sont en grosse difficulté, battus par la JSP. Un but à 0-0 entre les policiers républicains et puis avant Communisport, ASVO a été aussi contraint au nul par l'agence athlétique de Cotonou. Il y a aussi eu le match nul, un but partout entre l'association sportive du Port Autonome de Cotonou et Diefa Football Club. C'était bien un but partout. Et pendant ce temps, c'est bien UPNM qui était au repos en ce qui concerne la 4e journée au niveau de la zone C et D. Les autres rencontres, j'allais dire, les rencontres de la 5e journée sont prévues pour le week-end prochain. Nous allons finir ce tour d'horizon de l'actualité sportive au plan national par la balle au panier. On parle donc du basketball. On va sur les paquets pour proposer les résultats des rencontres disputées ce week-end. 7e journée au niveau de la zone A. D'abord, les dames, Énergie, puisque ce sont les deux formations qui animent bien cette ligue professionnelle de basketball au niveau donc de la zone A. Ce sont les deux seuls clubs qui sont engagés. Énergie a joué à SPAC et là, on retiendra qu'il y a eu la revanche de ASPAC sur Énergie 79-67. Ça fait 3 victoires pour ASPAC contre une seule victoire pour Énergie de la SB, de la SBEE pour dire les choses ainsi. Et puis Énergie Homme, il était aussi sur le paquet pour y affronter Elan Sport. Au terme donc de la rencontre des 4-4 ans, eh bien, Elan Sport a pris le dessus sur Énergie 57-53. Direction la zone septentrionale pour nous intéresser aux affiches et résultats des rencontres de la zone B. C'est bien au niveau des messieurs, des masculins, comme j'aime souvent le dire. Aspal a battu Kaba de Kandi 85-56. Ata Sport a été dominé par les Panthères 80-90. Et puis on retiendra la victoire de Real Sport sur Bosco Star 67-62. Ce sont là les affiches et les résultats des rencontres de la 9e journée de basketball ligue professionnelle au niveau des messieurs. C'est bien dans la zone B. Christian Gros, voilà un peu l'actualité au plan national. On aura les résultats et puis un peu le compte rendu des rencontres disputées au niveau donc de la ligue professionnelle de volleyball. Ce sera ce soir à partir de 21h dans le grand format. Et puis on dira également un mot sur la ligue amateur qui bat son plein aussi. Si tout va bien, ce soir à partir de 21h, on aura comme invité le président de la Ligue amateur. Christian nous apportera des précisions quant au déroulement de ce championnat de Ligue amateur sera avec nous à partir de 21h. C'est bien pour le grand format. Et puis notre invité annoncé pour 21h, Christian, c'est bien Jean-Eudes Decomte, président vice-président de la Fédération béninoise de Scrabble. Et bien, avec lui, on fera un point de l'actualité au niveau donc de cette discipline en prélude donc, Christian, au Champass qui est prévu pour cette année 2021. Et quand j'en aurai fini, je vous dirai simplement, Christian, que c'était le sport. C'est le sport avec vous, Hakim Mseni. Merci beaucoup. Rendez-vous pris ce soir à partir de 21h sur Canal 3 Bénin, Canal Sport. Tout de suite, la revue de presse avec Assimo Kanya. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a apporté plus d'éclaircissements sur les saisies de munitions opérées au Bénin et au Togo ces dernières semaines. Nord-Sud quotidien d'écrire que le gouvernement s'exprime. Bénin Intelligent ajoute qu'alors que la nébuleuse des 70 000 cartouches découvertes à Banté n'a pas encore livré tous ses secrets, la police togolaise rend l'interpellation à Lomé le même jour de 1300 cartouches en destination du Bénin. Étrange coïncidence qui semble crédibiliser la position du gouvernement béninois sur un plan de déstabilisation du pays. Le Grand Matin note que dans sa déclaration, l'autorité ministérielle s'est réjouie de la coopération agissante qui existe entre le Bénin et le Togo. Elle a promis que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de garantir la sécurité et la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le matinal renchérit pour écrire que le ministre Saka Lafia promet la poursuite des efforts pour garantir la paix et la sécurité. Et l'autre quotidien le rapporte qui remercie les autorités politiques et la police togolaise pour leur engagement sans équivoque dans la lutte contre la prolifération des armes et munitions destinées à troubler la paix et la quiétude dans notre sous-région. L'autre actualité dont parlent les publications ce jour,
Ce sont les explications de la présidente du parti l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, Claudine Prudencio, sur une émission de télévision à en croire le Soleil Bénin Info. Après le vent de la présidentielle du 11 avril 2021, le parti UDBN de l'honorable Claudine Prudencio dresse le bilan de sa participation au combat pour le triomphe du duo Talon-Talata. L'Amazone revient point par point sur l'aventure présidentielle, la situation sociopolitique actuelle du pays et renouvelle son engagement à se battre inlassablement aux côtés du réformateur national pour le développement du Bénin. Selon Fraternité, la présidente Claudine Prudencio a dévoilé les priorités. Il s'agit de participer activement à l'investiture du président Patrice Talon, travailler pour la réussite de l'ambitieux programme de société 2021-2026 et se mettre en ordre de bataille pour les législatives de 2023. Toutes les coordinations départementales, communales et d'arrondissement sont mobilisées au sujet des attaques contre sa personne et contre son parti, ajoute Bénin Intelligent. Claudine Prudencio, tout en pensant à une sorte d'agitation de quelques apprentis politiques, a indiqué que c'est la preuve même que l'UDBN dérange et inquiète ceux qui n'ont pas véritablement d'assises politiques. C'est ce qui vaut au parti toute cette haine gratuite, a-t-elle déclaré. À ceux qui réduisent l'UDBN à l'arrondissement de Godomé, la présidente du parti a estimé que ces derniers ne comprennent rien à la réforme du système partisan et font tout simplement fausse route. Et pour le journal Le Meilleur qui la rapporte aussi, l'UDBN est bel et bien un parti d'envergure nationale. Dans la suite, et à la Cour des comptes, rapporte l'autre vision, après sa nomination le 28 avril dernier en Conseil des ministres par le président Patrice Talon, la magistrate Ismat Biochane Mamadou a officiellement prêté serment le vendredi 7 mai en tant que présidente de la Cour des comptes. Le matinal la rapporte qui ambitionne de bâtir une institution indépendante et moderne. Et dans un tout autre domaine, celui portuaire, des ambitions naissent telles que l'écrit Bénin Intelligent sur la question du relevage au port de Cotonou. Le journal informe que les acteurs portugais veulent mettre un terme au désordre dans leur secteur d'activité. Ce défi, les sociétés agréées de relevage du port autonome de Cotonou se mettent ensemble pour le relever. Une association a été officialisée à cet effet le samedi 8 mai 2021 à Cotonou lors d'une assemblée générale constitutive. Le journal ajoute que Balthazar Didogbe prend un mandat de 3 ans et de 3 pour Dantokpa pour le compte de cette année, souligne le quotidien Fraternité qui informe que le plus grand marché a connu encore les affres du feu dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 mai 2021. Après minuit, un court-circuit électrique aurait déclenché les flammes dans le secteur du commerce de volailles. Cet incendie survient juste un mois après celui de début avril qui a touché 12 000 mètres carrés sur les 180 000 de superficie du marché et fait mobiliser une soixantaine de pompiers. Le même scénario s'est produit le 24 mars 2021 et a ravagé des boutiques de friperie autour de 3 heures au niveau du parc automobile. Et dans l'interview que le chef quartier Hamzat Aguemo a accordé au même journal, il estime que la responsabilité incombe exclusivement à la SOGEMA et dénonce le manque d'anticipation, puis appelle surtout à une concertation entre l'institution et le conseil local, ainsi que tous les acteurs directs impliqués dans la sécurité du quartier d'Antokpa. Merci d'avoir suivi la revue de presse. C'était donc la revue de presse sur Actu Matin. Pour faire le point complet de l'actualité ce matin, il faut préciser que l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, a un nouveau président. Il annonce Jacques Hounsou. Il remplace ainsi son prédécesseur Marc Robert Dadaglo, décédé en juin 2020. Et il faut préciser que Jacques Hounsou présidera aux destinées de cette organisation de l'UNAMAB pour les 3 années à venir. Son élection est intervenue il y a de cela quelques jours, précisément vendredi dernier.
est le nouvel homme fort de l'UNAMAB, faut le rappeler, actuellement en poste à la cour d'appel d'Abomey. Il a pour vice-président Armand Gounon, actuellement substitut général près la cour d'appel de Cotonou, et le secrétaire administratif de l'UNAMAB, Guy Ronga. Voilà les précisions. Merci à chacun et à tous. Chez vous, c'était votre matinale Actu Matin. Très bonne journée du lundi. Excellente semaine de travail. D'ici là, portez-vous bien. Gardez le sourire. Au revoir.